Comment lutter contre les syndromes qui désavantagent la RDC, qui freinent la RDC? C'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à votre émission. Plus de 60 ans d'indépendance, la RDC, ce grand pays aux richesses incommensurables, présente un tableau sombre dans tous les secteurs de la vie et c'est une crise multiforme qui frappe ces pays. Les causes sont connues, mais quelles sont les solutions à y apporter? Pour ce faire, je reçois deux personnalités. Bonjour et bienvenue. Comment vous allez, monsieur le professeur Guy Robert Silou? Je ne peux que très bien me porter, d'autant plus que nous sommes en présence des gens de très très bonne compagnie. En même temps, le soleil est avec nous. Qu'espérer de mieux dans un pays comme la RDC? Donc, nous sommes vraiment dans un cadre idyllique. Merci, je me porte bien, merci. C'est un grand plaisir de recevoir monsieur Jean Goubal. Bonjour. Bonjour, qui n'est pas à présenter, artiste philosophe, on peut aller plus loin. Merci beaucoup, nous allons parler avec vous, échanger sur ces sujets. D'entrée de jeu, qu'est-ce que ça vous inspire, monsieur le professeur Guy Robert Silou? Comment lutter contre les syndromes qui désavantagent, qui freinent la RDC? Vouloir parler des syndromes tout de suite et en mettant l'accent sur les solutions qui pourraient advenir ou pourraient être pensées, moi je pense qu'il faudrait que je puisse éclaircir rapidement la thématique du jour avec monsieur Goubal. Il s'agit d'abord de voir que dans une précédente émission, nous avons parlé justement des syndromes, des différents syndromes qui sont censés miner la vie politique, économique et sociale de la RDC. Et on avait fait un choix qui est très très simple. On était sur un triptyque qui portait sur trois syndromes. Il y a eu le syndrome hollandais. Dans plusieurs émissions, on en a parlé, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles. Et ces ressources naturelles nous posent problème sur le plan économique. Entre autres, on s'est focalisé sur l'exploitation de nos minerais. Cette exploitation a engendré des effets très très néfastes, déficit budgétaire, pour le simple fait aussi que les pouvoirs publics qui engrangent des recettes fiscales relativement importantes ne se sont pas livrés à une forme de diversification de notre économie. Et le fait qu'ils ne se soient pas livrés à une diversification de l'économie, derrière nous avons quand même des firmes multinationales qui donnent le là à notre économie. Le fait que les firmes multinationales puissent être prépondérantes dans ce secteur, on se rend bien compte aussi que les minerais qui sont des ressources naturelles, leurs prix sont fixés à l'extérieur, c'est-à-dire par l'Occident. Et le fait que les prix puissent être très fluctuants, ça engendre aussi les dérives de toutes sortes. Mais en même temps, lorsque nous sommes sur cette malédiction des ressources naturelles, on peut basculer sur le plan purement géopolitique, géostratégique. On se rend bien compte que depuis des lustres, nous sommes un peu dominés, attaqués par le Rwanda, qui pille nos richesses naturelles, et on se rend tout de suite compte que le fait d'être possesseur de ces minerais, ça engendre des fléaux de cette nature, c'est-à-dire les incursions de l'armée rwandaise en vue de déstabiliser complètement cette partie de notre pays, et ce qui risque d'engendrer ce qu'on appelle aujourd'hui une balkanisation, même si le terme en lui-même ne me sied pas. Merci beaucoup, monsieur le professeur Guy Robert Silou. Monsieur Jean Goubal, la RDC traverse une crise multiforme dans tous les secteurs. Ça ne marche pas. Quelle est votre lecture de ces sujets déjà? Comment lutter contre ces syndromes? Personnellement, je le vois dans le sens de l'évolution de l'homme, en termes de l'humanité. C'est-à-dire que quel est le choix que le Congolais a fait par rapport à ces dimensions corps, âme, esprit? L'homme congolais est resté un peu plus charnel depuis toujours. C'est-à-dire que quand on s'attache trop à sa chair, c'est très difficile de penser les autres degrés. La réflexion, on se dit, comme j'ai toujours dit,
On se dit, moi, c'est des autres, mon bain, des poches. On se définit par rapport à la matière simplement. Alors que pour sortir de toutes ces maladies-là qui nous tracassent, nous devons élever un peu notre humanité. C'est-à-dire que sortir au niveau du juste charnel pour s'élever au niveau de la pensée. C'est la pensée, je me rappelle comment qui dit, l'apôtre Paul qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. On commence par là. On commence par ce qui est partie de l'âme, la partie qui doit élever l'homme. Tant qu'on reste enfant. Parce que le Congolais, il est resté trop enfant à demander à ce que l'on le prenne en charge. C'est pour cela même que le prof parle des prix de nos ressources naturelles qui sont fixés ailleurs. C'est parce que nous sommes trop enfants. Pour vous, quelles en sont les causes? Les causes, je parle de l'âme, je crois que les causes restent dans la nourriture de l'âme. Qu'est-ce que le Congolais entend le plus souvent? Qu'est-ce qui nourrit la pensée du Congolais le plus souvent? Parce que nos maximes, à les entendre, à les analyser, on est trop dans la chair, dans le charnel. On ne peut pas nourrir un humain que dans son aspect physique, dans son aspect matériel. On doit élever, même les gens qui vont prier, ils ne vont pas prier pour s'élever. Je me rappelle quand le roi Salomon a demandé que l'Éternel lui donne de la sagesse. Et l'Éternel lui a donné de la richesse, comme on dit Matabi. Nous, on va prier pour la chair directement. Et qu'est-ce que Christ dit? Je suis trop dans Christ parce que je suis dans l'idée de l'idée. Oui. Je suis dans l'idée de l'idée, oui. De la pensée. Christ dit, celui qui aime sa chair plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, nous devons nous élever un peu. Et ça, je crois que ça doit partir de l'éducation chez nous, dans la maison. Ça doit aussi partir de... On va y arriver. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, êtes-vous de même avis que M. Jean Goubal, il faut une élévation mentale, spirituelle? Oui, je pense, comme il est en train de le dire, M. Goubal, il faudrait bien que nous puissions tendre vers cette élévation de l'esprit, de l'âme. Mais en même temps, il faudrait bien que nous puissions nous mettre d'accord sur quelque chose de simple. Jean Goubal a insisté sur le fait que nous sommes, nous, Congolais, un peu beaucoup plus charnels. Et si je basculais sur son terrain, sur son champ de prédilection, je penserais par exemple à Karl Marx et à un autre philosophe qu'on appelle Friedrich Hegel. C'est-à-dire que lorsque vous regardez Karl Marx qui était d'abord, dans sa jeunesse, un jeune hegelien, mais il avait constaté qu'il y avait un petit souci au niveau de la pensée hegelienne qui consistait justement à mettre l'idée avant, si vous voulez, les existences des individus, c'est-à-dire la matière comme telle. Et Karl Marx avait voulu remettre la philosophie sur les pieds. C'est-à-dire que la philosophie hegelienne était à l'envers. Donc il fallait partir de la base matérielle, ce qui n'était pas faux. Mais sauf que sur le plan philosophique, il est très bien placé pour en parler mieux que moi, on a tendance à vouloir les opposer. Or moi, je partirais plutôt d'une forme de complémentarité, parce que la pensée marxiste, pour ne pas dire marxienne, est très très forte, parce qu'il considère que ce sont les circonstances qui font les hommes, et en même temps, les hommes peuvent faire les circonstances. Aujourd'hui, nous avons des circonstances qui sont là, des circonstances d'ordre matériel. Et donc, avec ces circonstances d'ordre matériel, il faudrait bien que le Congolais puisse agir en conséquence. Et là, et c'est là où je le rejoins, il faudrait maintenant qu'il y ait une superstructure qui pourrait lui permettre de réaliser son être à part entière. Pas seulement parcelliser cet être au niveau purement et exclusivement matériel. D'où le fait de vouloir peut-être concilier ces deux philosophes. Merci. Monsieur Jean Goubal, faut-il aller vers une autre éducation nationale, une autre instruction en RDC? J'y ai toujours pensé, je me dis que nous devons revoir notre système éducatif à l'éducation nationale parce que, bon, personnellement, qu'est-ce que je remarque? Que on est dans un pays où il y a beaucoup de ressources, mais on n'en parle pas. Où est-ce qu'on peut en parler? N'est-ce pas à l'école?
C'est déjà au niveau de l'école que nous devons savoir ce qui constitue nos ressources et qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi ces ressources nous amènent des problèmes et comment prévoir éviter ces problèmes. C'est-à-dire là, on part dans ce qu'on peut faire de notre défense, de notre sécurité, etc. etc. C'est-à-dire que tant qu'on a beaucoup de richesses comme ça, et la convoitise des gens de l'extérieur et ceux de l'intérieur va faire qu'il y ait beaucoup trop de problèmes. Donc il faut, en amont, penser en avant, penser ces problèmes-là et chercher à y remédier. C'est-à-dire que nous devons être un pays fort. Un pays fort, la force, elle passe par l'intelligence. Parce que la force, quand on parle de qui veut la paix, prépare la guerre, on prépare la guerre avec l'intelligence. C'est-à-dire que nous sommes producteurs nous-mêmes de notre défense, producteurs nous-mêmes de notre sécurité, afin de sécuriser ce Congo-là qui est la convoitise du monde entier. Donc vraiment, il faut que nous changions notre façon de voir les choses. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, mais nous sommes restés dans les histoires de Diego Cao. Il faut que... je crois vraiment qu'il faut que l'on change. On évolue avec le temps quand même. Mais je vais vous poser la même question. Aujourd'hui, faut-il remettre l'homme congolais en cause? Le Congolais en cause, c'est vouloir un peu individualiser le problème. Tout à l'heure, vous étiez sur, et Jean Goubal en a parlé, sur le système éducatif. Vous voyez bien que le système éducatif nous renvoie à un concept qu'on appelle en sociologie, en philosophie, le holisme. C'est-à-dire le tout qui prime, la totalité. Et donc là, il ne s'agit pas de parler seulement de l'homme dans son individualité, mais d'abord revoir notre système dans sa totalité. Et c'est ça qui devrait primer. Et là, on revient sur des problèmes liés directement à la socialisation. Comme vous le savez, nous avons des instances tant primaires que secondaires de socialisation. Dans les instances primaires, vous avez la famille et l'école. Ce sont les instances primaires de socialisation. Or, c'est là où il y a des paradoxes. La famille, vous pouvez être d'une famille chrétienne, de manière générale. Et on va vous apprendre ce que c'est que la religion et ainsi de suite. Mais vous allez à l'école se fonde, qui est aussi une instance primaire de socialisation, mais sauf que l'école va se fonder sur d'autres valeurs. Et là, on va par exemple s'appesantir sur la science, sur la laïcité, et ainsi de suite. Et donc, ces deux instances peuvent véhiculer des valeurs qui risquent de s'opposer. Et donc, c'est à un certain moment à l'individu de faire la part des choses. Comme je le disais pour Marx et Hegel, je pourrais dire aussi que entre la famille et l'école, qui ont des valeurs qui sont complètement différentes, mais elles peuvent se compléter. C'est-à-dire qu'à la maison, je peux dire à mon enfant que c'est Dieu qui a créé le monde. Mais lorsque je serai à l'école en tant que professeur de physique, que vais-je dire? Je vais dire que le monde est créé suite à un Big Bang. D'accord. On se rend bien compte qu'on est sur des valeurs complètement différentes et des approches qui sont différentes. Mais peut-on les concilier dans une certaine mesure? Ça me fait penser à une thématique que j'ai parfois exploitée, science et foi. Les deux concepts sont-ils incompatibles? Pas forcément. Et on se rend bien compte que les grands philosophes et même les grands mathématiciens, les grands génies, ils ont pensé des théories mathématiques, physiques et autres, et à la fin, ils se sont rendus compte qu'il y avait une intelligence qui était vraiment très très supérieure, et là, c'est leur entendement qui plafonnait, et il y a cette sorte de plafond de verre qui n'arrivait pas à percer, et là, ils se disaient bien qu'il y avait un génie quelque part, et ce génie-là, on peut l'appeler Dieu. Et donc, je pense que l'instruction, c'est vraiment ça qui pourrait nous changer. Oui, mais par rapport à Monsieur Jean Goubal, par rapport à la remise en question de l'homme congolais est-il un loup pour l'homme? Parce qu'on est plus de 60 ans d'indépendance, un pays riche, mais on est toujours, la RDC patauge. Quand on traite d'un sujet comme ça, on voit le côté pour, on voit le côté contre. Si l'homme congolais n'était pas un loup pour l'homme congolais, on serait déjà... on aurait atteint un certain niveau dans l'évolution après 60 ans, 64 ans d'indépendance. C'est-à-dire qu'il y a trop
trop de confrontations des hommes politiques entre eux, des hommes de religion entre eux, nous les artistes entre nous. Il y a trop de contradictions. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas des contradictions qui amènent, hein, comme on dit, c'est du choc des idées que j'ai eu la lumière, qui amène à la lumière. Il y a des contradictions rien que pour avoir raison. Et ça fait que l'homme devient le contradicteur de l'autre, mais pour faire mal, pas pour chercher la lumière. Mais vous savez que c'est pas ça, en RDC, on peut le dire. En principe, oui. Surtout dans les politiciens. Parmi les politiciens, on voit que quand on est opposant à une idée d'un autre, on est peut-être même pas seulement opposant. Le débat politique n'est pas sur les idées contre idées, projet on contre est ennemi de son opposant, de celui à qui on s'oppose. Donc, bon, de ce côté. Mais il y a aussi le côté des hommes qui cherchent à faire le bien, à rassembler tout le monde. Il y en a et on en connaît quelques-uns. Donc, mais la majorité des choses qui se font nous montrent que l'homme est l'homme congolais est un peu plus loup pour l'autre homme congolais. Mais bon, il y a quand même ceux qui sont dans le bon, qui maintiennent quand même que le Congo existe en tant que Congo. Les intellectuels congolais ont failli, parce que la RDC patauge toujours. Ils ont une responsabilité. Le problème avec les intellectuels congolais, moi je le trouve au niveau de la finalité de ce que les gens vont chercher à l'école, aux études. Quand on se met à l'école pour aller chercher un papier, alors là on a un problème. Si on va à l'école pour aller acquérir la connaissance, là je me dis que les études ne s'arrêtent pas, parce que acquérir la connaissance, c'est chaque jour. C'est chaque jour qu'il y a de la nouveauté dans les découvertes. Mon frère, il vient de parler de ce que les mathématiciens aujourd'hui et les autres savants ont compris, que parfois ils sont butés à des complexités qu'ils ne comprennent pas sur le temps. Alors ils se disent, mais puisque ces choses-là existent, il y a sûrement une intelligence supérieure. J'ai un bouquin qui a comme titre « Dieu, la science, l'épreuve ». On va vous dire qu'il y a dans la science des ouvertures qui nous montrent que Dieu existe. Donc, s'il y a les intellectuels qui ont failli, c'est ceux-là qui s'arrêtent au niveau du diplôme. Et peut-être même au niveau de Alon Guinaye simplement, quoi. Parce que c'est ce qu'on voit parfois dans les universités. Quelqu'un qui commence à parler, il n'a même rien dit, quoi. Et puis la salle crie « Alon Guinaye ». Qu'est-ce qu'on va attendre de quelqu'un qui est allé juste pour la Alon Guinaye, juste pour le papier, pas pour la connaissance, pour apporter quelque chose dans la science, dans l'intellectualité du Congo. Merci. Vous savez, Monsieur Kambala, pour essayer de rester dans ce dialogue-là avec Monsieur Jean Joubal, moi je vais abonder dans son sens. Votre question portait sur des intellectuels. N'êtes-vous pas vous-même en train de confondre les diplômés, les instruits et les intellectuels? Ce n'est pas le fait d'être diplômé, je ne sais pas de telle université, que vous faites un intellectuel. Lorsque vous regardez les intellectuels qu'il y a eu dans le monde, restons sur quelques intellectuels africains. Je ne vais pas m'hasarder à penser à l'occidental. Pensons à Aimé Césaire, Frantz Fanon, et ainsi de suite. Ça, c'était des intellectuels. Parce qu'à un certain moment, ils ont mené des combats. Et un intellectuel, il est censé aussi, à un moment de l'histoire de son pays, de prendre position, quitte à ce que cette position puisse être à contre-courant du mainstream du moment, c'est-à-dire de la pensée qui règne dans un pays. Et ça, c'est très très important, et c'est ça, être un intellectuel, avec des idées novatrices, mais et en même temps, être capable d'apporter la contradiction, et en même temps de porter un flambeau. Et je vais être un peu extrémiste, parfois même, au risque de perdre ou de laisser sa vie. C'est ça un intellectuel. C'est pas le fait de sortir de l'uniquine quand on devient un intello.
On a peut-être beaucoup de diplômés en République démocratique du Congo, mais nous n'avons pas suffisamment d'intellectuels. Et vous allez peut-être me rétorquer aussi à juste titre que peut-être notre modèle, notre système politique ne nous le permet pas, parce que même si on dit que nous sommes dans une forme de démocratie avec certaines libertés de presse, d'expression et autres, mais ce sont quand même des libertés qui sont assez limitées. Et donc cela risque aussi de refroidir quelques instruits qui pencherait à basculer du côté des intellos. Voilà. Merci. Quel type de Congolais pour le développement social et économique de notre pays? Des Congolais humains de vrais. De vrais humains. J'ai l'habitude de dire investir dans l'homme. C'est investir totalement dans l'homme physique, dans l'homme psyché, dans son psyché, dans son esprit. L'homme physique, c'est l'homme qui est en bonne santé. Être en bonne santé, c'est d'abord bien manger, parce que la santé commence par là. Bien manger, ça comprend respirer aussi, parce que c'est la chose que nous faisons le plus. Peut-être qu'on ne fait pas cas de ce qu'on est en train de respirer à tout moment. Donc bien respirer, et bien respirer, ça pose le problème déjà de l'environnement. Bien manger aussi, ça pose le problème de l'environnement. Avoir des soins médicaux adéquats. Et on va dans le débat de l'âme, le débat de l'intellectuel, parce que c'est à ce niveau-là qu'on parle d'intelligence. À ce niveau, il y a un gros débat, parce que mon frère, il parle de Karl Marx, il parle de Hegel. Il y a toujours cette complémentarité. Il a dit tantôt qu'il parle de foi et des raisons. Oui. J'ai lu chez des Sango, où on parlait de Fides et Racho, comment mettre ensemble ces deux ailes d'avion qui font l'équilibre. Mais c'est vraiment ça, investir dans l'homme. C'est étudier les choses qu'il faut nourrir avec l'homme que l'on côtoie. Je reviens à son exemple de la famille et de l'État ou de l'école. La question de la responsabilité dans la famille commence avec l'enfant depuis sa naissance jusqu'à l'amener à l'État pour continuer l'instruction à l'école. Donc, cette tâche-là du parent de nourrir physiquement, de nourrir mentalement, de nourrir spirituellement son enfant est continuée par l'État, dans le sens où, moi je me dis toujours que je ne sais pas si nos dirigeants se mettent parfois pour faire le projet de l'homme congolais, comme votre question, dans le sens de votre question, de l'homme congolais qu'il faut. On va rentrer à la connaissance de ses ressources. Nous, on a eu la chance d'habiter à côté de la foire. On voyait parfois ces histoires-là être exposées à la Fikine, le diamant, le cobalt, etc. Mais aujourd'hui, l'école ne le fait plus. Notre musée qui est ici, je crois qu'il y pense déjà aussi, parce que peut-être que les écoles peuvent aller voir ces histoires-là au niveau du musée, pour savoir comment faire de nos ressources, nos richesses, et comment amener notre pays au développement. Voilà. Merci. Quel type d'homme pour le Congo de demain? Quel type d'homme? Vaste question. Tout à l'heure, je pense que à un moment, vous avez évoqué un peu l'état de nature. Et là, moi, je serais sur le contrat social, tel qu'on le pense avec les Hobbes, les Jean-Jacques Rousseau et ainsi de suite. Et lorsque je reste sur Jean-Jacques Rousseau, par exemple, dans les 1000, il parle beaucoup de l'éducation. Comment est-ce qu'on va former un individu afin qu'il puisse intégrer la société? Et faites bien la nuance, hein, j'insiste là-dessus. Derrière le terme de socialisation d'éducation, on pense au vocable de l'intégration dans la société, qui est un acte individuel. Mais cela n'exclut en rien que lorsque l'individu intègre cette société, c'est en vue aussi que la société puisse s'intégrer à elle-même. Et là, on vise quoi? La cohésion sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser l'homme uniquement dans son insertion, dans son intégration sociale, sans penser
à l'intégration de la société en elle-même aussi. Parce que la société, elle comprend tout un ensemble d'individus. Or, lorsque vous êtes dans une société, vous avez en même temps des poches communautaires qui risquent de nuire à la cohésion sociale, c'est-à-dire au bien vivre ensemble. C'est-à-dire que je vais donner des exemples. Aujourd'hui, nous sommes en RDC, nous, en tant que Congolais, regardons notre devise, regardons ou écoutons ou réécoutons notre hymne national. On ne vise que l'intégration. Mais sauf qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui se passe à l'Est, on peut se poser des questions sur l'homme congolais tel qu'il a été façonné. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, pour parler en termes de l'homme, il faudrait qu'il y ait cette individualité, pour ne pas dire cette individualisation, qui va lui permettre de s'insérer dans la société en tant que membre de cette société, mais au sens de la communauté nationale, dans sa complexité. D'où le fait d'investir dans ce qu'on appelle en économie les investissements immatériels. C'est-à-dire qu'on a tendance à rester seulement sur les investissements matériels. Lorsqu'on dit les investissements matériels, là on va retrouver l'agrégat qu'on appelle la formation brute du capital fixe, le fait d'acquérir les ouvriers, les salariés, le progrès technique et ainsi de suite. Mais sauf que les investissements immatériels, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond. Avant d'arriver au progrès technique, il faudrait déjà penser l'impensé. Et ça se façonne, ça se travaille. Et c'est cet investissement immatériel qui devrait façonner l'homme pour que, par exemple, le progrès technique que je suis en train d'imaginer, que je suis en train d'inventer, serait-il au service de la société dans son ensemble ou au profit d'une petite élite ? Les grandes questions philosophiques auxquelles peut-être mon cher Jean Goubal pourrait répondre. Merci. Monsieur Jean Goubal, les mimétismes, on nous enseigne en français, notre culture est presque reléguée au second rang. Ces mimétismes-là ne nous bloquent-ils pas? Devons-nous pas quitter s'il faut aller vers les solutions? Devons-nous pas aller vers rompre avec les mimétismes? Bon, de toutes les façons, on commence apprendre. Commence par là. On commence par imiter des gens, imiter des choses, etc., etc. Et bon, et surtout que l'école nous a été amenée, l'école dans sa formule actuelle là, nous a été amenée par des gens qui parlaient ici français. On doit s'efforcer de parler français. On disait avant de commencer l'émission que parfois nos mamans, quand elles réfléchissent dans nos langues, quand elles s'expriment dans nos langues, il y a beaucoup plus de contenu, sagesse dans leur façon de parler, que si on se met à réfléchir. De toutes les façons, souvent les gens ici on réfléchit dans nos langues et on traduit directement en français. ça fait des pertes en chemin. Vous savez, quand vous transportez quelque chose d'un lieu X vers un autre lieu Y, il y a toujours des pertes. C'est comme ça que quand on réfléchit dans nos langues et qu'on doit sortir les phrases dans les langues d'ailleurs, il y a toujours des pertes. Toute instruction, toute éducation commence par ce mimétisme-là, mais il faut évoluer. Il faut évoluer. On a vu les Chinois, ils ont ramené leur instruction dans leur langue. Je crois que c'est le travail qu'il faut que nous fassions. Il faut que l'on s'y mette. Mais c'est ça, quand on parle d'intellectuels, c'est ça le travail des intellectuels. C'est-à-dire que de penser, transposer l'instruction dans nos propres langues, afin de permettre aux enfants parce qu'il y a des génies qui réfléchissent des trucs dans nos propres langues. Une fois, j'ai entendu ma mère dire à mon enfant, il n'avait que 4 ans, ma mère qui sort de la maison et l'enfant cesse de faire le jeu auquel il était occupé. Et ma maman qui lui dit, mais si l'adulte qui est en toi attend que sorte un vrai adulte pour t'imposer d'arrêter ce jeu, alors laisse-le agir en toi, quoi. Je me suis dit, ça c'est trop, c'est trop philosophique, quoi. Donc il y a moyen de commencer par ce mimétisme qui est une voie obligée. C'est notre expérience de musicien, surtout que
pour sortir le talent qu'on a en soi, on commence par interpréter des gens, on commence par interpréter des chansons, et finalement, on vient trouver sa voix à travers les gens qu'on a interprétés. Donc, mimétisme, oui, mais demeurer dedans, non. On doit faire agir notre pensée et rendre les choses faciles pour les gens qui n'ont peut-être même pas la chance d'apprendre des langues d'ailleurs. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, c'est la même question que je posais à Monsieur Jean Goubal. Les mimétismes, c'est pas dangereux par rapport à notre développement? Pour y répondre, je vais essayer de passer par quelques encablures pour arriver à bien préciser ma pensée. Ça me fait tout de suite penser à un deuxième syndrome, le syndrome de Stockholm. Il m'avait semblé entendre que le mot Mundele que nous utilisons, c'est-à-dire l'occidental tel qu'on le présente, ça vient du mot modèle. C'est-à-dire que le blanc, lorsqu'il nous a colonisés, il s'est présenté comme étant le modèle à pasticher, c'est-à-dire à imiter. D'accord? Et nous, comme on ne maîtrisait pas cette langue, le mot modèle, on l'a transformé en Mundele. Bon, maintenant, il faut savoir si c'est vraiment le cas, mais je ne suis pas linguiste, donc je ne vais pas me lancer sur ce terrain. Mais nous avons tellement mal imité le blanc qu'on s'est même compromis tout seul. C'est-à-dire qu'il y a eu une forme de déchéance. Lorsque vous imitez quelque chose ou lorsque vous imitez quelqu'un, il faudrait bien que vous puissiez être assez ancré dans vos racines intrinsèques pour que vous ne puissiez pas vous dénaturer derrière. Or, aujourd'hui, par l'imitation, il y a eu un phénomène d'acculturation qui s'est vraiment prononcé de manière très forte, de manière très importante. C'est-à-dire que l'homme congolais auquel on aspire, qu'est-il aujourd'hui? Et moi, je laisserai plutôt la parole à mon frère Jean Goubal. C'est lui qui avait chanté, qui avait proposé une chanson à Wemadio, Longembu. C'est-à-dire que la chauve-souris, est-ce un animal ou un oiseau? C'est ça la grande question. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur l'imitation et lorsqu'on n'est pas ancré vraiment dans sa culture, il y a malheureusement ce phénomène de syncrétisme culturel qui risque complètement d'effacer, éradiquer les bases fondamentales de toute une civilisation, de toute une culture. Et il y a un anthropologue, René Girard, qui avait parlé aussi en termes d'imitation ou de désir mimétique. Et ce désir mimétique risque d'engendrer ce qu'il appelle, lui, la violence mimétique. Vous voyez bien, c'est-à-dire qu'il a eu raison, M. Jean Goubal, d'insister sur le fait qu'à un certain moment, l'imitation est nécessaire. C'est nécessaire. Dans le domaine musical, il le sait mieux que moi, il y a des accords qui sont là, on ne va pas les inventer. Ça a été trouvé et ça ne pose aucun problème. Il s'agit de les appliquer. C'est tout un art, c'est tout un langage. Il faut se l'approprier. Et là, c'est une science. On parle en termes de décibels et ainsi de suite. Il y a la physique derrière la musique. Et donc ça, pourquoi voulez-vous changer le monde? Aujourd'hui, on ne va pas inventer la roue, quoi. La roue a été inventée, on imite, on applique. Maintenant, il faut l'adapter aux réalités du pays. Et c'est là où peut-être il faudrait que nous puissions réfléchir pour que notre imitation puisse être aussi en conformité avec les réalités de nos pays. Nous sommes la RDC dans la démocratie, parlons de la classe dirigeante, de la classe politique. Monsieur Jean Goubal, que faut-il faire? Quel homme politique pour le Congo? Diriger impose une certaine connaissance, un certain bon sens et un cœur. Parce que quand on parle de dirigeants, on parle des responsables. La responsabilité, nous en philosophie, moi j'ai vu la responsabilité parentale, la responsabilité d'homme d'État. Donc, un homme d'État doit avoir ce cœur-là de parent. C'est-à-dire qu'un parent, moi je dis, un parent cherche tout ce qu'il y a de bien pour son enfant. Et c'est ça,
on va dire, prolongé dans la responsabilité de l'homme d'État. L'homme d'État doit vouloir ce qu'il y a de mieux pour son peuple. C'est pour cela qu'on va parler d'anticipation, etc., de la défense, de la sécurité, etc., etc. Il nous faut des hommes, des dirigeants qui ont de la connaissance et qui ont du bon cœur. Un cœur de parent, un cœur de responsable. C'est-à-dire que finalement, on va dire qui a un cœur selon le commandement de Christ. Homme ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Voilà. Merci, monsieur le professeur. Autant pour vous, c'est la même position que... Oui, que monsieur Jean Goubal. Oui, je serais tout à fait en phase avec lui. Dans le sens où il faut entendre que en économie ou en sciences économiques, le mot économique, économie lui-même, dans son étymologie, ça veut dire oikonomos, c'est-à-dire les lois de la gestion de la maison. C'est ce qu'est en train de dire Jean Goubal de tout à l'heure. C'est-à-dire que être capable de gérer un État comme on gère sa propre maison. C'est-à-dire avec une certaine rigueur, avec des anticipations, et en même temps, cette éthique à la fois de conviction et une éthique de responsabilité. Et c'est là où nos hommes politiques devraient vraiment faire une introspection sur leur mission. Et si je veux même exagérer dans mes propos, je vais parler en termes de sacerdoce. Du temps du MPR, je ne dis pas que c'était le meilleur moment de notre histoire, hein, mais il y avait un slogan qui était là, un credo, qui était « Un père égale servir, se servir, non ». Mais ce credo-là, il est parfait. C'est ça un homme politique dans l'absolu. Il devait être au service de son peuple. Pas se servir, tout simplement. Et là, on retrouve, si vous voulez, les méandres de l'individualisme. C'est-à-dire, je pense d'abord à moi, et non à la société dans son ensemble. C'est-à-dire que le jeu de Descartes, c'est là où je ne suis pas très cartésien. Je pense donc je suis. Ça marque son individualité, son autonomie, comme on pourrait l'espérer pour un être humain, être capable d'être le propriétaire de ses jugements, de sa manière de penser. Mais je pense aussi que ce jeu n'est pas en contradiction avec le nous qui devrait être prioritaire. Donc lorsque je m'engage en politique pour essayer de guider un peuple, il faudrait que je pense au nous et non au jeu. Être au niveau du nous national. Exactement. Monsieur Jean Goubal, adressez-nous, vous allez adresser un mot par rapport à la population qui ne doit pas être plongée dans l'opium. Les Congolais, on dit, le Congolais est des fois passif, il n'est pas trop actif. Bon, si le Congolais n'est pas actif, il est passif, s'il n'est pas passif, il est actif. Qu'est-ce que vous lancez comme mot, appel à la population congolaise? La mouka, simplement. Qu'est-ce qui nous endort? Vous parlez d'opium, mais c'est la religion, c'est la musique, c'est la presse, c'est la politique. On profite de la naïveté des gens pour proposer de la nourriture pour l'intelligence qui n'élève pas. Le professeur Kam a parlé de l'imbécilisation collective du Congolais par la presse, la religion, la politique et surtout la musique. Bon, c'est là où on devra recourir encore aux autorités, aux dirigeants, pour dresser un profil de l'homme congolais. Et qu'est-ce qui doit lui être donné pour son évolution en tant qu'homme total? Parce que c'est ce qui nous manque. Quand on dit moi c'est des autres, j'y reviens toujours, j'y reviens souvent. Mouba une des poches. Moi si elle a la chance d'être nous autres, au moins, c'est déjà Moutou. Il y a nous autres. Mais Mouba il n'est pas un humain, c'est un morceau de tissu quoi, poche. C'est pour cela que le prof il a parlé de jeu et de nous. Quand on est que poche, on est vraiment que jeu quoi.
En fait, c'est un jeu qui ne pense même pas. Un jeu qui se dit, mais écoute, remplis-toi, non? Remplis-moi, s'il te plaît, monsieur. Donc, voilà. C'est vrai que nous n'avons plus ces habitudes-là de faire, comment on dit, think tank. Hein? Des groupes de gens qui réfléchissent pour donner de la matière aux gouvernants. Parce que aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il y a cette cassure entre les chercheurs, l'université, etc., et ceux qui gouvernent. Parfois, quand on pose le problème de la Constitution, mais moi, je me dis, il y a des constitutionnalistes, ils doivent commencer ça là-bas, au lieu de donner aux gens qui sont partisans, qui tirent le drap dans leur sens toujours. Il faut donner les choses, commencer par la science. Mais il faut cette osmose, il faut cette cohésion entre les gens qui pensent et les gens qui mettent en pratique. Merci. Monsieur le professeur, un mot par rapport à la population. Que devons-nous faire? Que doit faire le peuple, la population, pour lutter contre les syndromes qui handicapent, désavantagent la RDC? Oui, mais le peuple ne peut être que le produit de la société dans son ensemble. C'est-à-dire que là, pour que le peuple puisse prendre son destin en main, il faudrait bien que les systèmes instructifs, éducationnels, économiques, sociaux et autres puissent être en adéquation avec des objectifs qui sont nobles. C'est-à-dire que on ne va pas demander au peuple d'inventer la roue si seulement si ce peuple-là n'est pas du tout formé, n'est pas du tout éduqué dans le sens où on l'escompte. Aujourd'hui, moi je suis complètement effaré et on en avait déjà parlé de manière informelle, vous et moi. Au Congo, on parle en termes de quantum. Mais tout le monde est rentré dans ce jeu, la JEU. C'est-à-dire que lorsque un artiste se produit, ce qui est primordial, c'est le remplissage de la salle. C'est ça qui est premier. La qualité musicale, le décor, tout ce qui va avec, les jeux scéniques, tout le monde, permettez-moi l'expression, s'en bat l'œil. Ce qui importe, est-ce qu'il y avait suffisamment de gens dans cette salle? Si on a rempli la salle, c'est ça qui est réussi. Et donc on est dans une forme d'abêtissement, pour ne pas dire une forme d'abrutissement du peuple. Et donc le peuple ne peut être que le produit et le fruit de la société. Si la société dans son ensemble est corrompue, le peuple ne peut être aussi que corrompu. Merci. Monsieur, un débat, disons, échange riche. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. Quel est votre mot de conclusion, monsieur Jean Goubal? C'est d'abord merci à vous de m'avoir mis aux côtés de profs. Parce que souvent, quand je l'écoute, j'ai comme l'impression de rentrer au campus. C'est toujours un grand bonheur de partager avec le prof. Donc je suis comblé de passer ces moments à vos côtés. Et je dis à mon peuple, Bandeko, Tolamuka, Monguna Nabiso Aliboso, et ça, Boumbu Nabiso na Mosuni, Soki Eleki, et quoi Monguna. Voilà. Merci, monsieur le professeur. Votre mot de conclusion? Mais le mot de conclusion, je vais être très très rapide et bref. Le plaisir est vraiment partagé. Parce que monsieur Jean Goubal, aujourd'hui, ça a été un frère. Chaque fois que je suis à Kinshasa, tout de suite, il faut que je l'appelle, qu'on puisse se voir. Et c'est moi qui ai entrepris cette démarche d'aller le chercher. C'est-à-dire que quand je suis arrivé il y a 8 ans de cela, je l'ai appelé, j'ai eu son téléphone, je l'ai appelé et puis on s'est rencontrés. Et depuis, on ne s'est plus quittés. Et donc pour moi, c'était vraiment un plaisir de partager ces instants-là. Merci à vous, monsieur Kombala, d'avoir pu organiser tout cela. Merci à vous aussi d'avoir accepté de participer à cette émission. Aux téléspectateurs, nous vous disons merci aussi. La porte réflexivité est ouverte. Venez partager avec nous les idées nobles. Merci beaucoup. À la prochaine.